Bienvenue dans le podcast Le Cercle du Feu. Ici, nous allons parler de créativité. Nous irons à la rencontre de différents parcours et voir ce qui fait de nous un créateur. Nous explorerons leur inspiration, leur lieu et leur processus. Je suis Margot Jimkovitch et je vous amène avec moi dans mon Cercle du Feu. Bonjour, aujourd'hui on est dans le Cercle du Feu et nous recevons Samuel Biscuit. C'est un plasticien et musicien qui est passé par les Beaux-Arts de Lyon et Nîmes et il vit aujourd'hui entre Nîmes et Bruxelles. Bonjour Sam. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nous expliquer un peu comment tu te définis et qui tu es ? Donc, comme tu l'as dit, donc oui, il y a eu ce temps de formation où je suis sorti des Beaux-Arts de Nîmes et Lyon en 2009. Entre-temps, ma pratique a vachement évolué aussi et voilà, je me suis consacré à la musique, à l'édition musicale, etc. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, en fait, j'ai fait un peu comme un reset de ma pratique artistique personnelle. Du coup, voilà, mon médium, c'est la peinture. Comment tu te définis ? Toi, tu te définis pas vraiment comme un artiste. Tu te définis plutôt comme un travailleur de l'art depuis quelques temps et j'aurais aimé que t'expliques pourquoi ce nouveau terme, enfin ce terme que tu as choisi de travailleur de l'art et plus d'artiste. Parce que, alors du coup, c'est pas une terminologie qui m'appartient, mais qui est utilisée beaucoup voilà, par des collectifs ou une sphère plus militante, comme la Buse ou comme d'autres nouveaux syndicats liés aux artistes-auteurs ou à la situation des artistes dans les écoles d'art, etc. Et c'est une terminologie qui tend à montrer l'enjeu politique en fait du salaire et à du coup moins garder cet aspect mystificateur de l'artiste romantique qui crée dans son coin et donc du coup travailleur de l'art, ça veut dire que on est travailleur comme n'importe quel autre corps de métier ou n'importe quelle branche ou n'importe quel autre secteur, que notre activité c'est de faire de l'art mais que c'est un travail aussi à part entière et pas hors de la société, quoi. Ok, ouais, non, je trouve que c'est quand tu dis que t'es artiste, souvent on pense un peu artiste dans son, voilà, justement quelque chose de très romantique dans son grenier, dans son atelier en bordel, Oui, ouais. Et qu'on s'impose pas forcément des horaires, qu'on se lève quand on veut, qu'on fait ça Oui. quand on veut, qu'on est tout le temps en vacances, alors que quasiment tous les artistes, j'ai pas envie de dire tous, mais quasiment tous les artistes, en fait, ne font que travailler 24 heures sur 24. Ils sont quand même assez alertes. Et ce terme de travail, et surtout un artiste, heureusement qu'il y a des statuts pour les gens qui font du spectacle vivant et les musiciens, tout ce qui a trait plutôt quelque chose d'un peu plus du divertissement, mais le statut de l'artiste plasticien aujourd'hui est beaucoup remis en question, et parce qu'il le faut, et justement rien que de changer notre propre terminologie, je trouve ça très intéressant de ta part de te définir comme un travailleur de l'art et pas comme un artiste qui est, je pense, dans l'imaginaire quelque chose de très très flou. Oui, et il y a tout un imaginaire qui est rattaché à la figure de l'artiste et qui remonte à pas si loin que ça, quoi, au 19e et donc du coup énoncer sa pratique comme étant du champ du travail, c'est aussi reconnaître ce qu'on fait comme du travail et c'est un regard qui a changé dans la société là-dessus, et donc ça veut dire aussi y associer une valeur et y associer une reconnaissance sociale par du salaire en fait, de ce qui est du travail en fait. Donc voilà, comme dans d'autres pans de la société, il y a du travail invisibilisé et je pense que une majeure partie des artistes sont très précaires à l'heure actuelle et le fait de les énoncer comme producteurs et comme travailleuses, c'est un début de revendication, en tout cas de placer ça au centre en fait, quoi. Ouais, mais j'adore ce terme et je pense que maintenant je vais aussi l'utiliser pour moi-même. J'ai entendu, on m'a un peu dit oui, ça fait un peu Arlette Laguillet, nanana, mais oui, en fait. Il n'y a pas de mal, ouais. Oui. Il n'y a aucun mal. En même temps, c'est déjà se dire, même si on utilise du coup
le terme d'artiste, c'est déjà politique, donc peut-être rien que dans se dénommer tout seul par le fait qu'on travaille, ça redonne un peu de doré, quoi. Enfin, tu vois, j'arrive plus à trouver le mot, mais en tout cas, ça redore un peu le blason et sur le fait qu'on n'est pas là toute la journée dans un canapé à rêvasser, quoi. Oui. Oui. Très souvent, je pense que la plupart des artistes comme toi, comme moi et comme ceux qu'on connaît, qu'ils soient musiciens ou autres, ont beaucoup de mal à se définir quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font. Rien que la question des fois, tu fais quoi, tu fais quoi toi dans la vie, c'est quoi ton travail, c'est quoi... Ouais. Très vite, la plupart on botte un peu en touche. C'est difficile des fois de se dire juste ouais, je suis artiste. Et d'être ok avec ça parce qu'en général, on n'est pas que artiste. On a toujours d'autres casquettes pour des raisons surtout de précarité et parce que personne ne nous donne de salaire malheureusement pour être travailleur de l'art, quoi. Ouais. Et pour justement nourrir tous les gens qui, eux, ont le vrai statut de travailleurs de l'art, qui sont les bibliothécaires, les médiateurs, les curateurs. Oui, là, c'est plus le champ culturel, au sens large, les métiers du livret. Ce pan de travailleur de l'art est hyper intéressant, mais t'es quand même aussi un artiste. Et j'aimerais si tu le veux bien, que si tu as une raison un peu pour laquelle maintenant tu fais de la peinture et de la musique principalement, oui. Toujours un peu de graphisme aussi. Est-ce qu'il y a eu un choix délibéré de ta part de ces médiums ou c'est plutôt une accointance personnelle ? Alors non, justement, ce qui est marrant, c'est que par rapport au médium et à l'orientation, du coup, le choix de faire de la peinture, pour moi c'était un peu un défi dans le sens, pour moi la peinture appartenait vraiment à une sorte de champ un peu inaccessible, tenu par des experts ou des gens qui savaient regarder, etc. Et que ça me semblait vraiment être la chambre haute un peu des artistes, quoi. Du coup, je me suis... Comme si c'était le haut du panier. Oui, voilà, comme s'il fallait être légitime d'une certaine manière pour aborder ce médium. Et donc pendant ma période de formation aux Beaux-Arts, j'ai jamais fait de la peinture en fait. J'ai fait de l'aquarelle ou des pratiques plus légères, mais par exemple l'approche d'une toile ou l'approche de pigments, etc. D'un coup, ça me semblait relever d'une expertise dont je m'excluais moi-même en fait à tort, et en me disant que si je rentrais là-dedans, ça voulait dire beaucoup de choses et que d'un point de vue historique, d'un point de vue de positionnement, etc. Et donc ça s'est fait d'une manière assez légère. Je me suis dit je vais acheter des toiles Action. Enfin, on était en plein Covid, pleine période. Il y a eu un déclencheur précis. Tu sais, le déclencheur, ça n'a pas été. C'est très lié. À un moment donné, vas-y, je vais me lancer avec une petite toile. T'as eu un moment. C'était très lié au contexte dans lequel collectivement on était plongé. Donc les confinements, reconfinements, déconfinements. Et donc en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression que tout portait à avoir un geste artistique d'un coup qui nous surprenne nous-mêmes, etc. Et le fait de choisir la peinture, c'était aussi pour des raisons assez faciles d'accès en termes d'économie de moyens, juste une toile, des tubes et des pinceaux, et que du coup, comme on était invité à être chez soi, c'était pour moi le geste artistique qui me semblait le plus approprié au vu du contexte en fait, quoi. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir tout simplement de l'oxygène à me dire je suis créative, qui me nourrit, et je subis moins le contexte aussi en fait. Et du coup, la peinture s'est décidée un peu de cette manière-là. Mais du coup, t'es rentré dans la peinture, du coup, pas par les pigments, pas par, on va dire, la grande porte. Tu t'es glissé un peu dans une voie un peu de loisirs créatifs. Oui, en allant chercher ton matériel à Action, dans un magasin du coup low cost. Oui, complètement. Du coup, le choix, c'était justement un peu comme ce que j'ai dit un peu en préambule, c'était une manière de désacraliser l'approche du médium peinture ou de la peinture ou de l'histoire de l'art sur ça. Donc du coup,
de revendiquer ce parti pris low cost et accessible pour tous. Donc voilà, le loisir créatif. Et aussi, ça me permettait de faire vraiment des tout petits formats que j'envoyais après par la poste, en fait. Donc, en fait, dans cette période ultra confinée et d'isolement social assez glauque, ben, en fait, ça me permettait de continuer un lien à travers et un médium, une pratique, et en même temps avec des spectateurs ou des gens qui pouvaient être intéressés par ça et du coup de leur envoyer directement dans leur boîte aux lettres. Au début, t'as pas fait des expos de ces toiles, Oui, elles étaient justement, elles étaient mis j'avais que aucune sur, ambition du coup que ça elles devienne étaient mis vraiment que sur des réseaux. Oui, voilà. Au début, c'était vraiment des motifs assez naïfs, voilà, des objets avec des petits sourires et c'était très léger. Et en même temps, je me suis dit, bah, ça me fait du bien et en même temps, le fait de l'envoyer par la poste, ça peut faire du bien aux gens aussi. Et c'était important que ce truc-là soit maintenu, en fait, qu'il y ait cette espèce d'un coup de petite lueur dans ce moment. Et aussi au début, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai le souvenir que des fois les toiles, tu les faisais plusieurs fois. Tu faisais plusieurs fois la même chose. Oui, alors les motifs, ouais, je les ai répétés. Enfin, tes toutes premières toiles Ouais. pendant cette période-là, c'était vraiment Il y avait des petites répétitions, par exemple quoi. un motif standard et je pouvais le répéter, le décliner, je sais pas, 15 fois, des fois 5 fois et du coup tout le monde avait le même, mais du coup c'était juste la répétition du même geste avec quelques petites variantes, quoi, soit sur la qualité de la couleur, soit sur la qualité du tracé, etc. Et en fait, après, au fur et à mesure que j'ai pris goût à ce geste, voilà, je suis un peu monté en gamme. J'ai acheté des tubes PBO et d'autres couleurs, voilà. Dès que tu t'es senti légitime, t'as voulu acheter du matériel un peu plus... Ouais, ben du coup la peinture me faisait plus peur, enfin la pratiquer me faisait plus peur et je me suis dit bon voilà, la peinture, la qualité des acryliques action est vraiment horrible, mais il fallait passer par ce stade. C'est sûr. La qualité des toiles, ça va, ça passe, mais c'est aussi horrible. Ouais, et les pinceaux, les toiles, les couleurs, bon voilà, c'est. Tu sens la différence maintenant que t'es monté, ouais. que tu t'es senti légitime. Voilà, c'était bien de commencer par cet aspect-là, quoi, du médium. C'est hyper parlant de découvrir un médium malgré qu'on est sorti de l'école. Déjà, il y a un bon moment, toujours plein de trucs à découvrir. En tant que travailleur de l'art, du coup, il y a toujours des nouvelles couches à sortir de notre créativité et des nouveaux terrains à exprimer, quoi, à expérimenter plutôt, pas que à exprimer. Et toi, t'as fait quand même pas mal on va dire, de champs. T'es parti dans un champ lexical dans ta créativité assez vaste, parce que t'es passé par l'édition, par la musique, ça aussi. Est-ce que t'as articulé tout ça, se met un peu en même temps dans ta créativité, ou t'as vraiment des périodes, tu fonctionnes plutôt comment vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tous tes différents j'imagine que c'est assez changeant et bougeant, oui, mais c'est plutôt des périodes, on va dire, entre voilà, la musique, etc. Ça demande c'est à chaque fois des temporalités différentes aussi. Par exemple, produire un album de A à Z, etc. Ça demande aussi une temporalité bien précise qui sera pas la même que publier un bouquin ou faire une toile ou faire une sculpture. Donc ouais, ça s'impose un peu comme ça quand il y a un objectif, quand il y a une visée, voilà, d'une sortie, etc. Oui, voilà, j'arrive à jongler un peu entre tout ça, quoi. Enfin, ça me paraît pas contradictoire. Après, il y a peut-être pas de lien ou de continuité entre chaque chose que j'ai pu faire et puis voilà, ce nouveau départ entre guillemets via la peinture, ça m'a permis aussi de clarifier mes positionnements et d'être
un peu plus dur aussi sur des choses que j'ai pu faire par le passé en musique ou autre, quoi. De déplacer voilà mon propre regard du coup là-dessus, de me positionner mieux, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, t'es passé aussi, je pense qu'aussi c'est avec l'expérience, ça fait un moment que tu pratiques le fait d'être artiste et d'être artiste au quotidien. Donc toutes tes pratiques, elles se développent et ça s'affine. Oui, et du voilà, coup, ouais. il y a aussi des points de convergence du coup qui arrivent. Avant, il y avait beaucoup d'expérimentation Oui, et là, du coup, forcément, tu resserres peut-être un peu l'étau pour aller plonger plus profondément dans certaines pratiques, quoi. ouais, Là, la ouais. peinture, en ce moment, t'es vraiment dans un moment un peu abyssal que jamais j'ai vu dans ton travail, quoi. Quelque chose de vraiment sur un très long cours où t'expérimentes des séries en grande quantité. Oui, bah la répétition, en fait, ça me plaît. Il y a un aspect de répétition dans mon travail et voilà sur les séries des tickets de caisse quoi, qui s'appelle Engagement Qualité. Et du coup, tout ça est né vraiment justement d'analyser c'est quoi mon économie de moyens. Du coup, même ces toiles naïves ont permis d'en arriver à ce stade-là en fait de la création, c'est-à-dire que pour vendre ces toiles naïves, j'associais toujours un ticket de caisse pour justifier le prix de vente. Du coup, essayer de surjouer une espèce de transparence à toute épreuve sur la qualité des matériaux, sur le temps passé, etc. Comme une sorte de transparence sur les coûts de production. Du coup, ça m'amusait. D'un coup, ça m'a en fait orienté sur la question de la valeur, en fait, tout simplement. De la valeur marchande d'une toile Oui, voilà, et de ton travail, du coup. comment on peut quantifier ça? Quelles sont les pistes pour quantifier une valeur, etc. Est-ce que c'est important en fait qu'il y en ait une de valeur ou est-ce qu'elle peut être reconnue autrement? Donc il y a toutes ces questions, ouais. Ouais, parce que t'es passé par plusieurs stades sur la vente de ces toiles. Savoir, au début, tu les vendais vraiment un peu pour le coût de production, là où tu associais le ticket, ce que ça t'avait coûté Oui. et un peu plus. Et là, maintenant, t'es passé à autre chose. Bah, du coup, voilà, l'étape qui a suivi, c'était de me dire, mais ça serait quoi le geste peinture qui serait encore plus radical que de revendiquer la croûte ou de revendiquer la toile naïve, etc. Ce serait quoi la suite en fait de ça? Et du coup, comme j'associais toujours ces toiles à leur coût de production, etc., je me suis dit, bah en fait, la réponse, elle est là, ça sera le ticket d'achat du matériel de peinture, du coup peint par un geste individuel en fait. Et du coup, ça m'a permis d'arriver à ce truc un peu méta, quoi, enfin, de mise en abîme des conditions dans lesquelles était réalisée la peinture en fait. Et donc, forcément, on retombe sur ses pieds, mais oui, mais alors du coup la question c'est quelle est la condition des artistes aujourd'hui en fait, comment on reconnaît leur travail etc. Et pendant un temps, t'étais passé aussi par un stade, je sais plus si c'est toujours le cas, mais où tu calculais le quotient familial de chacun pour vendre ta toile. Oui, voilà, ouais, c'est tout ça c'est ramifié, voilà, sur la question de la valeur, du prix d'achat, de vente d'une toile, etc. Comment on l'articule. Comme voilà, j'avais commencé par envoyer des toiles très peu chères à des gens qui me contactaient, de les envoyer par la poste, etc. Je me suis dit, en fait, j'aimerais que les peintures que je fasse restent quand même abordables, vu que la plupart des gens que je connais sont des galériens ou des galériennes. Et du coup, je voudrais que ça reste démocratique, accessible aussi. Et je me suis dit, mais comment on fait ça? Et donc, du coup, j'ai commencé à échafauder une sorte de calcul un peu sur le modèle du quotient familial CAF, quoi, qui parle à tout le monde, à mon avis. Et du coup, c'était un peu un calcul foireux, hein, mais ça m'a juste permis d'éluder cette question, de résoudre cette question du comment on fixe un prix et qui peut y avoir accès, en fait. Donc, Que justement, dans cette idée d'être travailleur de l'art et donc de vivre de ce travail, il faut plus ou moins vendre ses productions quand c'est possible. Là, c'est des toiles, donc c'est des objets, donc ça reste possible. Ces objets-là, elles t'ont coûté un certain prix. Après, t'as passé du temps à faire cet dit objet. ouais. On va l'appeler objet, voilà.
Et ensuite, tu veux le vendre. Mais tu veux le vendre, toi, tu veux le vendre aussi d'une manière quand même que je trouve très politique. C'est pas juste je fixe le prix d'un objet pour tous. Tu as quand même envie, un peu dans un sens complètement communiste, je veux vendre quelque chose, mais que n'importe qui peut avoir accès. Et si je suis payé 5 euros de l'heure, mais si je suis payé 60 euros de l'heure, je n'achèterai pas la toile de la même manière, parce que Oui. pour moi, l'argent, ça n'aura pas le même Ouais. valeur, quoi. De la même manière, en fait, que ça sera pas du tout le même prix si il s'agit d'une commande voilà, institutionnelle ou d'une structure voilà, qui est déjà elle-même financée de manière conséquente et tout. Donc là, c'était vraiment de particulier à particulier. Ça me permettait voilà, de me questionner sur ce rapport aux spectateurs, aux spectatrices, comment on accède à un objet d'art, comment ça se passe, quelle est sa valeur, comment on peut la définir, quoi. C'est quoi les critères Et donc là, en fait, le calcul a évolué parce que, alors je sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast, et je me suis dit, bah tiens, voilà, là on en est au 17e 49.3, et je me suis dit, bah voilà, pour calculer le nouveau prix de mes toiles, bah je ferai la multiplication de 17 fois 49.3 pour arriver à un prix moyen de la toile. Voilà. Donc ça a encore évolué. Ça a encore évolué. Mais c'est bien, du coup, tu te questionnes tout le temps sur la valeur de ton travail, sur la valeur du travail en général des artistes. Hormis le sujet de tes toiles, ça rentre complètement la part de création chez toi va jusqu'au bout, jusqu'à vendre tes productions. Elle s'arrête pas là à la fin où tu as posé ton pinceau, quoi. Tu penses globalement. Oui, c'est très lié à. Bah, en fait, je me disais qu'on ne pouvait pas dissocier ce qui est en train d'être fait, même à échelle individuelle, du contexte social et économique dans lequel il est fait, et que par conséquent, c'est tout le temps en redéfinition. Enfin, ça peut pas être figé comme une méthode qu'on appliquerait. Je sais que tu as eu des expériences qui ont changé ta créativité, et ces expériences, elles ont, je trouve, elles ont radicalement changé justement ta façon de créer. De façon plus globale et beaucoup plus impliquée d'un bout à l'autre de tes créations. Et je pense que... Alors, je vais direct donner la réponse parce que je connais la réponse à la question, mais je voudrais plus que tu développes. Je pense que le moment où tu as intégré le collectif des vacataires, que tu faisais, je pense que c'est même toi qui l'as créé, si je dis pas de bêtises. Oui, on était quelques-uns. Ça a vraiment changé ton rapport plus personnel à tes créations, le fait de te politiser, de rentrer un peu en politique. De nouveau, voilà, on revient à cette période un peu covidesque de 2020 où je pense qu'il y a eu un processus comme ça de conscientisation assez express déjà d'un regard global sur voilà ce qu'on vivait, mais aussi sur voilà le rapport à l'économie, le rapport à ce qui est défini comme travail, ce qui ne l'est pas, etc. Et que tout ça s'est un peu accéléré dans mon cheminement, moi qui étais assez éloigné de la politique ou d'une réflexion là-dessus. Et je savais pas, voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que c'était un syndicat, pourquoi, quelle était l'histoire, etc. Du coup, j'avais une sorte de flou un peu artistique sur ces questions-là, et que j'ai voulu clarifier dans ce moment qui me semblait le plus propice pour ça. Et voilà, il y a eu ce combat donc par rapport au statut des vacataires donc dans la métropole de Montpellier, qui, comme beaucoup de collectivités, emploie massivement des personnes dites vacataires, qui a un statut juridique flou et qui permet juste d'avoir une manne financière et une masse d'exécutants à pas cher, en fait, donc parce que sans droit, ou avec voilà, beaucoup de flou et de contorsion sur le droit du travail, quoi. Et donc ça m'a permis de conscientiser énormément de choses, de rencontrer du coup des syndicalistes et de rentrer dans la lutte à cet endroit-là, parce qu'il me semblait que c'était urgent
Au début, c'était urgent aussi d'un point de vue personnel. Oui, parce que tu étais vacataire c'était et que urgent t'as... de manière pécuniaire, quoi, parce que le statut de vacataire, enfin le non-statut de vacataire, c'est le paiement à la tâche. Donc l'absence d'un salaire fixe mensuel, et qui est pour moi un progrès social énorme. Et le statut de vacataire en période de confinement, bah, il te donne droit à aucun revenu minimum. Donc les périodes de confinement, etc., c'était des grosses sources d'angoisse pour beaucoup, beaucoup de mes collègues, la majorité étudiants, mais pas que. Et donc c'est parti de là, en fait, quoi, de me dire, mais en fait, comment c'est possible dans un pays comme ça, aussi riche, on peut laisser les gens qui travaillent habituellement et sans revenus parce que là, leur activité est juste... compromise par les conditions sanitaires, quoi. Donc ça mettait en lumière beaucoup de contradictions, voilà. Ce moment-là de ta vie, t'as vraiment mis le pied à l'étrier de... Enfin voilà, t'as hissé ce grand cheval de bataille qu'est la politique, et ça transpire dans toutes tes créations, même musicales. Voilà, en tout cas, ça devient très conscient dans ton travail, la politique. Et le choix, même, je pense, à une exposition que tu as fait il y a pas longtemps sur un rond-point, Ouais. qui là aussi, le choix de faire une exposition sur un rond-point était politique. Et du coup, tu t'impliques maintenant de façon très vivante, on va dire, voilà, très vivace dans toutes ces questions-là. Et je voulais savoir un peu comment la politique, elle t'a relancé, ou elle t'a donné de nouveaux sujets peut-être dans ta créativité. En fait, ça m'a permis juste de démystifier beaucoup de fausses croyances, déjà, et de partir vraiment au pied de la lettre d'un angle vraiment matérialiste, au sens de bah, la première chose qui existe, c'est la matière, et c'est pas les idées ou c'est pas la pensée, etc. Et donc du coup, ce qui ramène toujours aux conditions dans lesquelles s'effectue le geste créateur. Donc forcément, avec cette activité syndicale qui était très intense à ce moment-là, j'avais cet acte de peinture que je perpétuais et qui était à la fois ma récréation, mais à la fois ma méditation sur ces questions plus aussi philosophiques, en fait. Conditions, la matière... mais de manière un peu premier degré, en fait, voilà, de manière un peu grossière, peindre des tickets de caisse, etc. C'était de démystifier pour moi-même, en fait, mon geste, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail d'imagination, il n'y a pas un artiste qui vient et qui te propose une espèce de vision comme ça, fantasmagorique ou allégorique des choses. En fait, non, je viens et je propose des tickets de caisse, quoi, et pour moi, c'était fort, en fait. C'était de réaffirmer que on pouvait pas embellir les choses, ou on pouvait pas les déformer. On avait juste à dire ce que sont nos conditions, en fait, d'existence, quoi. Effectivement, en partant de ce paramètre-là, qui m'avait pas été apparu si clair pendant les périodes voilà, aux Beaux-Arts ou plus tard, bah là, du coup, d'un coup, j'arrivais à avoir une grille de lecture qui me permette de mettre à nu pas mal de réalités, et pas mal de réalités qu'on se raconte un peu comme ça, de manière embellie ou superficielle, en fait, quoi. Donc là, voilà, c'était d'un coup, il y avait une méthode de travail, et après, voilà, sur la manière de proposer ces toiles, de les montrer, j'ai aussi commencé à adopter une forme de langage ultra froid, ultra descriptif, qui surjoue justement de nouveau cette transparence du geste créateur. En fait, c'est de mettre à nu la chose, en fait, et de dire, bah, en fait, je suis pas un génie, je parle juste d'un achat ou d'une transaction que j'ai eue autour d'un matériel de peinture. Et Ouais, toi, t'es pour démystifier complètement le processus créatif, oui, et un peu cette... des fois, ce qu'on te dit, un peu genre comme si c'était divin, ouais, un voilà, truc ouais. complètement... voilà, quelque chose qui Bah, t'échappe. voilà, toute la vision romantique et qui nous dessert encore aujourd'hui sur le fait qu'on accepte notre précarité au nom de, je sais pas quoi, de la visibilité, au nom de
tas de Oui, sornettes. cette idée un peu comme si on était tous dans une vie de bohème magnifique. Voilà, qu'on a quand même la chance de faire ce qu'on fait et que du coup, il faut quand même accepter un petit peu de galérer ou d'avoir 500 € par mois pour manger, quoi, ou payer son loyer. Donc, je pense que tout ça, il faut le mettre vraiment à plat et arrêter de se raconter des histoires, en fait. Et du coup, l'activité syndicale et pour moi, voilà, je pense que d'autres sont dans ce cas, mais c'est voilà, une jambe sur le militantisme concret, c'est-à-dire être au pied à pied avec. Oui, aller en manif, Voilà, être syndiqué, voilà, faire, voilà, être physiquement là. Physiquement là, présent, c'est énormément de travail et Oui, t'es pas juste politique, tu t'es pas juste politisé dans tes toiles, tu t'es politisé dans Oui, ta voilà. vie. En fait, voilà, pour moi, il y a les aspects pratiques de la réalité et qui sont complétés après par un questionnement esthétique de cette même chose, en fait. Mais que du coup, l'un ne peut pas marcher sans l'autre, en fait. C'est comme deux jambes qui avancent, en fait, en marchant. Donc, oui, c'est pas pour moi l'idée d'adopter une posture morale ou d'adopter je sais pas quoi, d'un coup, un truc. Justement qui reviendrait à cette idée de faux génie ou de voilà, mais c'est de dire que tout ça se nourrit de toute façon et que voilà, ben je sais pas Alors, quoi. j'ai une question peut-être qui dévie un peu de ce que tu es en train de raconter, mais que je pense peut me donner un éclairage sur ta créativité. Pourquoi, du coup, tu t'arrêtes pas d'être artiste? Je sais pas si tu as la réponse, mais, Ah ouais. Oui, c'est peut-être une question un peu, un peu énorme. Ah mais, ouais. mais Bah, c'est une question que je me pose toujours. Ouais. parce que justement, ce truc d'être bohème, que c'est difficile, quand même plein de points négatifs dans tout ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrêtes pas et tu vas pas trouver un boulot Ben, parce que je me dis quand on a ce parcours, quand on a cette envie, enfin, qui est aussi une envie, un besoin un peu presque d'oxygène de créer, je pense que ça, c'est commun à beaucoup d'artistes. Quand on a ce besoin vital, je pense que du coup, on a une responsabilité. On a une responsabilité, pas juste de badigeonner une toile et de dire ciao, je mets le prix. Mais je pense c'est ça, c'est une responsabilité de dire bah quelque part j'ai une tribune, quelque part je peux dire des choses et donc de l'utiliser en fait. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas. Mais parfois je suis pris un peu dans des, je sais pas comment appeler ça, des états d'âme à me dire mais bon, la critique artiste c'est bien confortable mais du coup la réalité de pire en pire et donc du coup des fois je trouve ce geste un peu dérisoire mais en même temps il est pour moi vital et je pense que c'est important, voilà, c'est aussi du soin en fait l'art et je pense que ça mobilise un champ symbolique qui est juste l'humanité en fait, qui est juste le premier geste symbolique au fond d'une grotte, il est le même encore aujourd'hui et c'est un terrain qu'il faut qu'il soit investi parce que sinon c'est triste à mourir quoi. Mais Non, je suis pas du tout pour que l'art meure, mais en tout cas, vu ton discours, je trouvais ça. J'avais envie de savoir ta réponse sur cette question-là, quoi. Savoir pourquoi tu t'arrêtes pas alors que t'as vraiment pris conscience de toutes les défaillances de ce statut. C'est plutôt oui, ça. bah, Et est-ce que dans tout ce parcours du politique, de création, tout ça, est-ce qu'il y a eu des changements aussi, hormis le fait que tu as trouvé un peu une nouvelle direction avec cette politisation, le fait de vivre maintenant entre Nîmes et Bruxelles, ça a aussi changé ta façon de créer ou justement ça n'a rien changé? ouais, je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose, le fait d'être dans un autre endroit. Après, c'est sûr qu'on est toujours influencé par notre environnement immédiat. Et donc là, du coup, je me suis mis cette année à travailler avec Naïla à Cli, de prise complète, qui fait de la linogravure.
on partage le même atelier, on partage notre vie et du coup, bah ouais, effectivement, ça donne lieu à beaucoup de discussions, à beaucoup d'échanges là-dessus, à des collaborations, etc. Donc ouais, ça me nourrit. Après, voilà, j'ai ce protocole un peu autour des tickets qui est maintenu, quoi, pour Oui, l'instant. qui est rodé et ça fait partie de tes séries. Et Mais du coup, ça alterne pas non plus enfin tout ce qui était proposé déjà, en fait. C'est juste ça donne lieu à voilà, des nouveaux gestes artistiques et voilà, là on a édité un fanzine donc au printemps, on a exposé ensemble à la galerie du Sterput à Bruxelles. C'était chouette, voilà, on s'est fixé un peu des objectifs thématiques voilà, qui nous parlaient autour du don, autour de l'échange économique autour du don, etc. Et bah, ça stimule effectivement des questions qui sont déjà fat, quoi. Donc à deux, c'est aussi chouette de voir comment esthétiquement on répond à ces questionnements. cette nouvelle collaboration dans ta vie privée et professionnelle, ça t'a permis d'accéder à peut-être des nouvelles questions, des nouveaux questionnements sur justement sur l'idée d'être créatif et comment gérer tout ça. Ça te sort un peu de cette série de toiles que tu as commencé déjà depuis Ouais. 2020. Et Mais oui aussi par rapport à voilà, la série de toiles j'ai l'impression que tu engagement. conceptualises plus ces dernières années ton processus et tu y réfléchis plus de façon très active en tout cas. Oui, c'est un peu continu et mais déjà voilà, il y a déjà quelques temps aussi j'acceptais le fait que je puisse moi formaliser des idées qui m'étaient données un peu par retour autour de ce que j'étais en train de faire. Mais voilà, sur le ton de la blague ou quoi, enfin, du coup, je parlais de mes toiles ou à des amis, etc. Ils me disaient, ah, tu devrais l'appeler comme ça ou tu devrais faire comme ça. Bah, du coup, je le faisais. Et du coup, j'acceptais le fait de pas avoir la paternité de toutes les idées, en fait. Et donc, du coup, d'intégrer aussi le champ social, son environnement amical, etc., dans ce qui était fait et de les citer et de quelque part d'anonymiser le truc en disant bah, que voilà que c'est dans le champ social de toute façon que se forment les idées, qu'elles sont pas juste attribuables à un cerveau une bonne fois pour toutes, quoi. Enfin, Non, de toute manière, voilà, justement, comme on disait, on n'a pas la création, c'est pas une voie divine oui, qui voilà, ressurgit oui. à travers, Ouais. à travers nos 10 petits doigts, mais effectivement, mais c'est le fait d'être alerte tout le temps quand même. Il faut être le fait d'être artiste et être en processus de création constante, parce qu'évidemment, il y a des moments où on a une méthode de travail, des heures de bureau un peu, où on se dit, bon, bah là, je vais m'asseoir devant ma feuille, Ouais. ma guitare ou que sais-je, de telle heure à telle heure, pour justement, il faut quand même faire une gymnastique de se mettre en action. Ouais. Mais il faut, quand tu es créatif, selon moi, tu es quand même un peu une éponge 24 heures sur 24. Il faut être Ouais. une éponge un peu 24 heures sur 24. Oui, c'est ça, c'est ouais. Bon après, je dis pas que c'est non plus à ce point, parce que ça peut être aussi épuisant et je pense qu'on l'expérimente tous aussi, le fait des fois d'aller un peu trop dans l'absorption et un peu trop dans le voilà, mais Et est-ce que justement tu t'accordes des vacances, des vraies vacances de cerveau, quoi, justement oui, je oui, me bien contredis sûr. pleinement en te demandant ça parce que Ah je oui, dis je qu'on est pense que des éponges 24 je sur pense que c'est 24, mais indispensable, mais que chacun de toute façon définit et deal avec ses propres limites aussi vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faut s'oxygéner toujours, c'est nécessaire. Et, donc voilà, je suis pas, ça paraît très conceptuel ou très machin, mais après, je pense pas que ce soit aussi sain d'être dedans tout le temps, quoi. Enfin, ouais, donc tu te fais des vacances, des vraies vacances comme n'importe quel travailleur. bah oui, alors du coup, le fait quand j'ai commencé la peinture, justement, ça a coïncidé avec une période de chômage qu'il m'a fallu batailler pour y avoir droit d'ailleurs. Et depuis, je me rends compte à quel point c'est précieux aussi
le temps qu'on a à soi. Dans ce temps, il peut y avoir du travail, du non-travail, mais il y a, voilà, donc en fait, c'est super important de définir aussi ce qui nous fait du bien et pas être non plus rivé, et assidu 24 heures sur 24 sur une tâche, quoi. Enfin, je pense que c'est pas possible. Et je pense aussi au travail, par exemple, de chercheur ou quoi, ou de thésard, etc., des travaux intellectuels, je pense qu'ils y passent pas non plus de 5 heures parce qu'au bout par jour, parce que à mon avis ça peut être juste indigeste à la fin, et qu'on a besoin aussi de ces aspects pratiques, de ces aspects sociaux, de choses plus légères aussi, et voilà quoi. Pour en revenir peut-être à l'exposition où tu as exposé sur un rond-point récemment, justement, les questions de montrer ton travail en public, ça change quelque chose pour toi dans ta façon de créer les pièces? Complètement. Là, justement, c'était sur un rond-point, donc c'est encore plus particulier que dans une galerie ou dans une pièce clos. Voilà. Comment t'abordes ça? Alors c'est venu parce que il y a quelques années, j'avais pas peint que des tickets, mais aussi d'autres documents comme des tracts ou la demande d'aide d'allocation qu'on remplit à la cave. J'ai peint cette déclaration de manière la plus réaliste qui soit, et il se trouve que cette peinture se retrouve sur la plateforme téléphonique de la cave du Gard, ce qui est mon immense fierté, et elle est vue par les employés de la cave, quoi. Tous les jours. Donc ça aussi, c'est un acte assez politique, qu'elle soit à l'intérieur même de la cave, quoi. Parce que du coup, le nom de cette toile, c'est Accompagnement réussite. Et donc voilà, automatiquement, je pense que tous les galériennes et les galériens se retrouvent là-dedans. Et en fait, pour la première fois, c'est moi qui accompagne la CAF, et c'est plus la CAF qui m'accompagne. Voilà, c'était une espèce de revanche sur un plan symbolique, en fait, de dire regardez, je produis quelque chose, et j'ai pas besoin d'accompagnement, en fait. Enfin, là pour une fois, là maintenant t'as pris. C'était une manière grâce à cette toile, maintenant il te verse un salaire, en fait, pour cette toile. C'était ça, et c'était d'un coup de retourner cette infantilisation ou cette idée qu'on a besoin d'accompagnement ou besoin de s'insérer. C'était de dire non, en fait, comme tout un chacun ou chacune, je produis, je crée de la valeur, je fais des choses, j'ai pas besoin d'être accompagné, pris par la main comme un enfant. Et voilà, en fait, c'était une manière de retourner le stigmate, et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, du coup, a du sens d'être montré dans des lieux de travail, par exemple. Et typiquement, ce genre de lieu d'échange de services, etc., moi, ça me plaît beaucoup, parce que je pense que c'est là que ça doit être visible, et c'est là que ça doit se passer, en fait. Le champ de l'art doit intervenir là, pour moi, de mon point de vue. Et du coup, présenter des œuvres, la série des tickets, etc., sur un rond-point, ça a participé de cette idée de déplacement de la monstration, et de voir que en définissant les endroits où je peux les montrer, c'est une stratégie aussi, c'est une stratégie de pas être capté dans un univers qui va les rendre feutrés, leur faire perdre toutes leurs propos. Du coup, c'est la rendre accessible aussi, peut-être. Oui, voilà, c'est l'idée de pouvoir provoquer de la rencontre et des publics qui sont très éloignés du champ de l'art, et voilà, ils sont nombreux, et du coup d'être là avec les gens, quoi, en fait. Donc le rond-point, typiquement, voilà, c'est symbolique par rapport au mouvement des Gilets jaunes, etc. Mais c'était excitant de me dire, potentiellement cette expo va être interrompue par la police, ou potentiellement on va rencontrer des tas de gens très éloignés d'une connaissance ou d'un background culturel, etc. Et on va se parler, et ça va être chouette, quoi. Juste voilà, d'avoir ça, de faire ça, en fait, le temps d'une après-midi, quoi. Ouais, non, c'est hyper chouette de sortir une toile
dans un espace public, il y a forcément des choses qui se passent, quoi, et Bah, qui se créent, quoi. il y a énormément d'endroits à investir et je pense que ça c'est, enfin, moi j'ai trouvé ça, mais je veux dire ça c'est un peu imposé aussi par la proposition de Baptiste Brunello et Aurélie William, voilà, qui occupait déjà un rond-point depuis un an à Liège et qui s'interrogeait sur Qui sont aussi artistes. comment habiter aussi l'espace public, comment on se le réapproprie aussi. De nouveau, ouais, c'est des questionnements sur ce qui nous est confisqué et ce que on s'autorise aussi à reprendre en fait. Donc il y avait en plus, ce qui est amusant, c'est que ce rond-point, il est face à la station Total Ueda, je crois, ou enfin en tout cas d'une riche famille de collectionneurs d'art qui possède aussi cette station Total. Donc pour moi, il y avait un double, Ouais, il y avait un double enjeu, quoi. sens, il y avait Ouais. plein de sens à faire ça. Et je me suis rendu compte aussi que d'exposer mes toiles dans un espace blanc, feutré, très galerie et tout, bah je trouvais que ça avait pas de pêche en fait, quoi, que c'était Oui, parce que tu l'as fait déjà et un peu éteint, quoi. ça avait moins de sens pour toi de les exposer, de les montrer de cette Ouais. façon-là, quoi. C'était pas la bonne manière pour Bah, pour j'ai ton trouvé travail, ça, enfin pour ce travail-là en je tout cas. trouvais ça un peu confortable et en même temps, je me suis dit, bah, sur ces lieux, bah, comme voilà la plateforme de la CAF ou ce rond-point, ça fait un continuum entre l'intention, le propos, un continuum parfait qui d'un coup s'incarne dans l'espace, dans le temps, voilà. Et j'ai mis moi-même du temps à me remettre de cet événement parce que ça m'a vraiment, enfin, ça m'a vraiment hyper touché que ça se passe et de ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'était fort et je pense que c'est des expériences à faire en fait. Mais je trouve que en fait ça termine aussi vraiment ton questionnement à travers ces séries-là. Enfin, toutes ces nouvelles séries de peinture que tu as enclenchées depuis 2020, le fait de les penser vraiment globalement dans leur prix et dans leur façon dont elles sont montrées, pas juste dans un espace blanc, ça les termine en fait. Parce que justement, on parlait du fait que tu fais de la peinture, voilà, ton pinceau, la toile, Ouais. quelque chose d'assez conventionnel. Mais le sujet l'est pas, justement de la façon dont tu les termines l'est pas non plus. Et ça a fini de clore le sens et ça. Alors, je suis en train de me bafouiller là et de retourner en rond, mais Oui, je trouve que ça les rend. qu'il y a un tout, quoi. Ouais, ça fait un tout et ça les ouais. rend, et c'est ce qui pour moi les rend vraiment engagés politiquement, ces toiles. C'est pas juste des tickets de caisse, c'est pas juste une idée d'un art politique, parce que ça, Ouais. il y en a, tu n'es pas le seul à faire de l'art politique, mais pour moi, t'es un des rares qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire dans penser globalement, c'est-à-dire jusqu'à les vendre et les montrer au public. Ouais, bien sûr. Bah ouais, oui, je pense pas que je sois le seul à. Non, t'es pas le seul, mais en tout après, cas, ouais, c'est important, quoi, qu'il y ait une forme de cohérence et de pertinence à chaque endroit. Et après, voilà, je parlais des titres aussi, engagement qualité, accompagnement réussite, des terminologies qui sont propres à l'administration aussi, en fait, qui sont des espèces de mots évocateurs, mais qui signifient pas grand-chose aussi. Et là-dessus aussi, ça m'a permis d'analyser cet aspect du langage aussi, qui est colonisé et qui est... j'ai découvert à ce moment-là Sandra Lucbert qui avait fait tout un essai autour du procès France Télécom sur le suicide des salariés de France Télécom et qui avait pour objet d'étude aussi l'usage de ce langage très techno, très administratif, très connoté positivement, mais qui veut rien dire. Et donc du coup, tout ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est pas que faire une image avec des pinceaux, même si le geste est très
classique dans son approche. J'essaye de mobiliser aussi les autres aspects de voilà le titre, le langage utilisé, comment j'en parle, etc. dans cette démarche. Je pense que c'est le tour, enfin c'est tout ce qui entoure cette toile, cet Oui, objet, ouais. qui le rend pour moi extrêmement moderne. Même si moderne, déjà rien que ce mot est quand même très vieux, quoi. Oui, oui. Mais, Non, mais ouais, bien sûr. Ouais. mais voilà, en tout cas, il le rend très actuel et qui le sort vraiment de la case, pour moi, un peu art contemporain. Elle le met vraiment. T'arrives à mettre une toile de peinture qui est quand même un des plus vieux médiums de l'art dans quelque chose d'extrêmement engagé politiquement et contemporain, quoi. Oui, voilà, c'est de nouveau les conditions dans lesquelles on est, quoi. Et donc, on peut pas, enfin, pour moi, de ne pas les aborder ou d'une manière ou d'une autre, quoi, parce que de toute façon, voilà, je sais pas. Après, voilà, moi, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas eu une culture politique, assez spéciale avant, mais donc on a tous aussi nos biais. Là, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à des aspects économiques, etc., de la production artistique. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire aussi sur d'autres approches, etc., qu'elles soient féministes ou queer ou autres. Bon, voilà, mon approche a aussi ses biais, des biais, voilà, qui sont les miens, quoi, et donc j'essaye de réactualiser le propos, d'essayer de le faire évoluer, quoi, que ça soit pas limité à genre j'ai fait ma critique et donc je rentre chez moi et voilà, c'est chouette, quoi. Mais que ça soit incarné en tout cas et vivant, quoi, aussi, ouais. J'en reviens au processus créatif, mais c'est devenu pour toi le sujet, la politique de ton processus. Ou je me plante complètement. Ouais, je sais pas. Je me plante complètement, mais est-ce que c'est vraiment un sujet en soi? Je sais pas. Après, non, mais enfin, c'est politique, mais après, voilà, j'aime juste peindre. Ça peut être juste aussi ça, en fait. C'est aussi un plaisir, en fait, quoi. Voilà, c'est pas juste de la prise de tête non-stop, mais ça peut être aussi un plaisir. Et ça peut être aussi, ça peut être un jeu, en fait, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a stimulé, du coup, en redéfinissant un peu cette approche, c'est aussi le jeu, la forme du jeu qu'on peut avoir avec ça, et qui est loin d'être lourde, en fait, qui peut être vraiment une sorte intellectuellement de se faire marrer, de faire marrer les gens, une espèce de vivacité d'esprit d'un coup qui est plus ankylosée par ni la forme ni le fond, mais qui peut être un jeu intellectuel ou pratique, et du coup voilà. On a beaucoup parlé de tes peintures, et maintenant j'aimerais que tu nous explicites peut-être un peu tes méthodes de création pour la musique que tu fais des fois en solitaire comme tes peintures, mais aussi où tu peux être avec des plus-uns différents comme avec Rocky Controllo ou d'autres projets. Est-ce que comment ta créativité elle arrive à s'exprimer dans cette autre forme d'art? C'est d'autres d'autres approches qui permettent d'aller à d'autres endroits, en fait. La musique, ça sera pas du tout aux mêmes possibilités que l'art plastique, etc. Donc en termes social, des sphères des gens qu'on rencontre, etc. Et je sais pas comment répondre à cette question, mais c'est vrai que Rocky Controllo, du coup le groupe qu'on avait en binôme, il y avait déjà un peu cette idée d'afficher l'économie de moyens utilisés, c'est-à-dire zéro instrument quasiment, juste une pédale d'autotune et un looper ou quelque chose qui permette d'envoyer la musique sur bande. Donc une économie de moyens qui, pareil, met à nu ce qu'on est et ce qu'on dit, qui met à nu l'idée du musicien, du bris, voilà, toujours cette idée du talent, du don, toute cette terminologie qui tend à mystifier les choses, en fait. Du coup, c'était juste brut. On est deux sur scène, on
on hurle, on crie, on chante, on provoque, enfin tout à la fois. Et voilà, enfin, c'est une économie assez punk, quoi, au final, même si ça a des sonorités de maintenant, quoi. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de rentrer dans le lard et d'être provocateur. Et ouais, c'est plus de l'agit-prop, quoi. Ok. Et non, j'avais envie, j'avais peut-être moins envie personnellement de faire un petit point sur ton côté musicien aussi. Oui, oui, oui. Je Bah crois que c'est après, moi qui ai il y a ma plusieurs. petite. Ouais. Et du coup, est-ce que, pour finir un peu sur tout ce qu'on a dit, est-ce que tu as une envie, un peu un souhait, une intention pour ces prochains mois dans ta créativité? Waouh. Ouais, c'est gros. Alors, non, mais par contre, alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a effectivement là un projet de loi visant à instituer du salaire pour les artistes, auteurs et autrices, etc. Et du coup, mon souhait, il est là, en fait, c'est que soit reconnu comme travail, ce qui ne l'est pas. Et déjà, ce sera bien si ça se réalise, quoi. Et voilà. Ouais, parce que, alors désolé, du coup j'ai dit que c'est le mot de la fin, mais j'ai quand même une question par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que justement ce souhait d'avoir un salaire pour être travailleur de l'art, tu penses que ça changera tes créations? Alors ouais, je peux présupposer de rien, mais en tout cas, ça sera, enfin, je pense que ça serait une énorme avancée, comme a pu l'être aussi la création du statut d'intermittent et du régime général de sécurité sociale. Je pense que ça fait partie des étapes oui, de progrès social et de transformation sociale. Donc effectivement, ça va poser plein de questions sur la professionnalisation, qui décrète qui est un artiste, etc. Donc oui, c'est des questions qui vont se poser. Mais après, je pense que vu l'état de précarité généralisée de la société, je pense que ça serait déjà assez salutaire qu'on puisse au moins produire dans des conditions qui ne soient pas celles du chantage et à la visibilité ou à l'emploi, etc., quoi. Merci. En tout cas, merci beaucoup Samuel d'avoir participé au podcast Le Cercle du Feu. J'ai hâte de voir toutes tes prochaines choses qui vont sortir de cette tête. Pour ton invitation et pour cette proposition de podcast, et bonne continuation dans cette réalisation-là. À toi. Merci beaucoup.